Alain Douk, nous parlons bien sûr du football ce matin. Au-delà du sport, une religion et un mystère. Tout ce qui tourne autour du football aujourd'hui, on peut le dire, hein, il y a pas mal de mystères que l'on observe autour de ce sport qui aujourd'hui est assez couru et qui attire un bon nombre de foules. Vos co-panélistes présentent l'aspect religieux du football parce que nous voyons qu'il y a de plus en plus également dans ce sport quelques éléments qui s'apparentent un tout petit peu à la religion lorsqu'on essaie de retracer. Pour vous, est-ce que le football peut s'apparenter aujourd'hui à la religion et est-ce que le football a beaucoup de mystères qu'on doit percer? Bien, je vais déjà, pour répondre à ta question, prier la régie de mettre un trait d'union entre haut et de là et de doter l'accent aigu sur le E de là. Bon, maintenant je m'occupe du sujet. Bien écoutez, je valide quelque peu, jusqu'à un certain niveau, ce qui a été dit par Toth sur l'origine du football, sauf que ce n'est pas une spécificité africaine. Oui. Toth a raison à quel niveau? Des études archéologiques ont quand même démontré qu'on a fait des exhumations où on a eu des sarcophages et tout avec des ballons de laine, de peau, etc. dans certains sarcophages et des fresques qui ont démontré qu'en réalité, on était là, par là, dans les 2500 ans avant l'ère courante, on avait déjà un certain jeu qui était un jeu de balle qui entre dans l'ancestralité du football, même en Égypte antique. Et c'était déjà ce jeu de balle, un jeu rituel, un jeu religieux pour célébrer la fertilité, pour célébrer un certain nombre de choses dans le cadre des activités de l'Égypte, des activités culturelles de l'Égypte, culturelles et sociales de l'Égypte. Je disais donc que ce n'était pas une spécificité égyptienne, parce que j'ai toujours dit ici qu'il y a une trame civilisationnelle et historique commune à toutes les civilisations de la Terre. Et même quand on parle des mystères, je parle toujours de la trame commune kabbalistique de toutes les civilisations humaines existantes. Je le dis toujours et je le répète. Toth a parlé tout à l'heure de mystique, j'achète, je suis d'accord. Mystique et mystère ont la même racine gréco-romaine. Donc on parle de la même réalité, parce que si vous voulez comprendre le football pour ce qu'il est, les amis, on rentre d'abord dans son ancestralité. Et son ancestralité est liée au mystère, aux religions mystères. Donc, il faut rentrer dans son antiquité, et d'ailleurs même la FIFA ne nie pas cette ancestralité. Quand vous allez sur le site de la FIFA, quand ils vous parlent de l'histoire du football, ils vont rentrer justement à cette ancestralité du football qui se trouve dans le jeu de balle dans un certain nombre de civilisations anciennes. Notamment ici, vous allez remarquer que le plus clair des civilisations, donc il y a l'Égypte, il y a les Grecs, hein, la civilisation grecque elle-même avait son jeu de balle, les Romains de même. Donc il y a une fondamentalement qui est évoquée même par eux. La civilisation, pas la FIFA, j'entends par là, la civilisation mésoaméricaine. Donc allez voir là-bas les Aztèques, les Mayas, ces peuples-là. Hein, de l'Amérique, des Amériques. Alors qu'est-ce qu'on dit là-bas? C'est intéressant, parce que lorsque vous allez vous intéresser à ça, et là vous réalisez que vous allez changer totalement votre regard sur le football. Parce que comme je dis, pour comprendre un phénomène, une dynamique, rentrez toujours à la genèse des choses. Ne vous limitez pas à la valeur actuelle de la chose, rentrons dans l'histoire, rentrons dans la genèse de la chose pour comprendre quelle est son identité. C'est vrai qu'on la retrouve en Chine, les Japon ont un jeu de balle, etc., le Kujo en Chine, etc. Mais qu'était-ce vraiment l'activité de balle en question qu'on rend le plus loin possible dans l'histoire de l'humanité? Alors vous allez vous rendre compte que fondamentalement, le jeu de balle qui assure la paternité du football, quand on rentre dans la Mésoamérique, était lié à un culte. C'était une activité rituelle et cultuelle. Alors, on avait ce qui servait de but. Aujourd'hui, vous avez le rectangle qui sert de but. Eux, ils avaient des espèces de cercles qui étaient disposés à l'Orient, pour traduire où le soleil se lève, et en Occident, à l'Ouest. Alors, l'espace, c'était un espace rituel et c'était même une activité divinatoire. Totalement piloté par des prêtres de l'époque. Quand on voulait avoir des réponses sur un sujet,
ou qu'on consultait des dieux pour avoir leur position sur un sujet ou sur une réalité sociale ou religieuse ou culturelle. Alors, les équipes qui s'affrontaient, Oui. vous allez remarquer que déjà, l'aire de jeu, symboliquement représentait la terre sur laquelle nous sommes, et la terre qui se trouve donc entre deux réalités religieuses ou spirituelles, entre le monde d'en haut et puis entre le monde des enfers. Donc, les joueurs donc, étaient donc représentatifs sur le plan symbolique de l'humanité et notamment la terre sur laquelle il se trouvait l'aire de jeu. Oui. Alors, lorsqu'on voulait donc questionner les dieux sur un sujet, on questionnait donc au travers donc de ce jeu rituel-là. Il faut bien que les gens le comprennent. Donc aujourd'hui, Todd le sait, il y a des gens qui font de la divination, on jette des coris, on fait ci, on consulte. Voilà. Donc c'était la même chose. Le football à l'origine, au travers de son ancêtre, c'était une activité divinatoire, une activité rituelle, une activité liée aux dieux de ces civilisations en question. Le ballon en lui-même, dans sa forme circulaire, Oui. le ballon représentait quoi? Le ballon représentait l'astre solaire, qui a toujours occupé, dans le plus clair des mystères anciens, une place centrale. Ou alors comme étant même, carrément pour certaines civilisations, comme la représentation même du visage même de la divinité. Donc, le ballon, c'était ça. Et le jeu, avec le ballon dans l'aire de jeu, représentait les circonvolutions du soleil, en réalité. Au travers de l'activité que menaient les joueurs avec le ballon en question. Donc vous voyez, donc on a les cieux, on a la terre où les acteurs se déploient, on a le monde des enfers en dessous, et puis on a les circonvolutions du soleil. C'est totalement lié au mystère, c'était totalement religieux. Si on a déjà ça en tête, on comprend que par la suite, même s'il y a eu un autre développement par rapport au sport en question, son matériel génétique historique nous renseigne déjà sur les allégeances auxquelles le sport en question est lié. Donc, je ne sais pas si je dois m'arrêter là pour le premier jet, mais c'est déjà au moins ça. Le football, dans son histoire, n'est pas une activité sportive neutre. Maintenant, si je me déploie, quand je sors de ce cadre-là, bon, je vais d'abord y rester un tout petit peu. Est-ce que vous savez qu'en réalité, comme tout culte de l'époque, à l'époque antique, c'était aussi sacrificiel. C'est-à-dire que, au terme donc de la confrontation sur l'aire de jeu, une des équipes était offerte en sacrifice sanglant. Notamment en Mésoamérique, chez les Aztèques, les Mayas, etc. C'est-à-dire que, au terme de la confrontation, soit l'équipe qui avait perdu était totalement sacrifiée parce que c'était des civilisations assez brutales et sanglantes à ce niveau-là. Et on ne voyait pas ça comme quelque chose de péjoratif parce que c'était une rétribution des dieux pour les instructions, appelons ça comme ça, ou les informations qui auront été données sur le plan divinatoire au cours de la confrontation. Le vainqueur même pouvait aussi voir le chef de file de l'équipe être sacrifié pour rétribuer les dieux. Et ça n'avait absolument rien de péjoratif. Alors, quand c'est aussi sanglant, on pourrait se poser des questions. Est-ce que c'est sain, avec thé ou sans thé? Maintenant, c'est à chacun d'apprécier. Maintenant, quand on voit la dynamique qui a permis par la suite la codification du sport et une appropriation sociale beaucoup plus large. Là, on revient notamment au 19e siècle. Au 19e siècle, lorsque nous sommes en Angleterre, où a été codifié le football au travers de ce qu'ils ont appelé Law of the Game. Law of the Game qui peut être considéré comme quoi? Les 13 commandements, les 13 lois du football de cette époque-là, quand ils ont fini de codifier le football. Alors, c'était où? Posons-nous la question. C'était quand même à la Freemason Tavern, en Angleterre, à Londres. Est-ce que le fait qu'on ait codifié le football moderne pour la première fois à la Freemason Tavern, à Londres, est une information de moindre importance, qui n'a rien à nous dire? Si on veut avoir une belle intelligence de ce qu'est le football en réalité en tant que sport aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une information anodine. Si on nous dit que justement, c'est à la Freemason Tavern. Il faut traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Oui, la taverne des francs-maçons.
C'est là-dessus. Voilà. Alors, quand quelque chose donc sort de la taverne des francs-maçons, on se pose quand même un certain nombre de questions. Et vous allez voir que des informations qu'on a, oui, justement, il y a une surreprésentation franc-maçonne dans l'activité footballistique, même déjà en Angleterre. Hein? Est-ce que vous savez que l'Écosse, à une époque, était appelée de Freemason, son équipe de football, Freemason Team, etc. Donc, il y a une surreprésentation franc-maçonne dans les différentes équipes, leurs promoteurs, etc. Toujours est-il que les codes, l'aire de jeu, quand ça a été codifié, pourquoi c'est un rectangle? Pourquoi les gens ne se posent pas des bonnes questions? Pourquoi c'est un rectangle? Est-ce que vous savez que l'une des géométries fondamentales, les gens ne voient que le triangle par exemple, hein, le losange, le carré, comme figure de proue de la représentation symbolique, hein, du symbolisme maçonnique. Mais en réalité, le rectangle aussi fait partie des figures géométriques fondamentales de la maçonnerie. Mais les gens ne questionnent jamais ça. Pourquoi on a deux équipes avec un effectif d'11 pour chacune des équipes? Pourquoi les gens ne questionnent pas cette numérologie? Or, le 11, c'est une numérologie fondamentale dans l'occulte et dans la franc-maçonnerie. Et là, si vous rentrez dans les réalités bibliques, vous allez comprendre pourquoi, sur le plan symbolique, on a un 11 entrant. Vous savez, vous connaissez la prophétie de Daniel dans la Bible, où on parle d'une bête qui a 10 cornes, et certaines vont commencer à tomber. Il y a donc une qu'on décrit comme étant la petite corne qui va venir et va renverser 3 cornes sur les 10. Bon, si on ne considère pas que certaines les trois des cornes sont tombées, vous voyez que la petite corne qui s'élève, en réalité, sur le total des 10 cornes qui étaient présentes, quand on fait une sommation, ça fait 11. Ça fait 11 cornes. D'accord. Donc la symbolique donc, du 11 en question, c'est la symbolique, en réalité, mystique de la rébellion. Il faut que les gens le comprennent ainsi. De l'excentricité par rapport à la voie de la lumière et de la vérité qui est établie. Oui. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que tout ce qui a été codifié là, non, c'est innocent. Le fait qu'on ait choisi telle forme géométrique, le fait qu'on ait choisi tel nombre pour avoir le nombre d'acteurs sur l'aire de jeu, etc. Non. Alain, donc, pour le prochain, j'ai gardé nous encore de belles explications.